Bien, bonjour. Dans cette séance, on va continuer la leçon des étapes de formation des roches sédimentaires. On va s'intéresser à deux phénomènes qui sont la sédimentation et la diagenèse. Rappelez-vous que les roches qui subissent l'érosion se transforment en débris détritiques, en éléments détritiques ou bien en éléments dissous qui seront transportés par les différents facteurs. Parmi les facteurs les plus importants, bien sûr, il y a l'eau. Donc, les débris de la sédimentation sont transportés par l'eau ou par le vent, parfois sur de grandes distances, et finissent par se déposer et s'accumuler. Donc la déposition et l'accumulation des éléments détritiques s'appelle la sédimentation. La question qui va se poser, qu'on va se poser, c'est quels sont les facteurs qui agissent sur ce phénomène qui est la sédimentation. Pour cela, on va commencer par cette image. Donc, premièrement, le dépôt de sédiments détritiques. On va s'intéresser des éléments qui sont détritiques, voire donc le sable, les blocs, le gravier, l'argile, tous ces éléments appelés détritiques. Comment ils se déposent dans un cours d'eau? Donc, le premier exemple, on va prendre le dépôt dans les rivières et les fleuves. Donc, nous avons ici une image qui montre le dépôt dans un web. Donc, vous pouvez voir ici que nous avons dans cette image un dépôt dans cette rive, ça s'appelle une rive convexe, alors que l'autre qui est à côté s'appelle une rive concave. Donc ici, vous pouvez remarquer que nous avons ici un dépôt de sable dans cette rive numéro 3, un dépôt, nous remarquons le dépôt de sable dans la rive convexe en pente douce. Donc ici, nous avons une pente douce, comme résultat, dépôt de sable. Alors que ici, dans cette partie-là, numéro 1, ligne de plus grande vitesse du courant, et donc nous avons une action d'érosion plutôt. Pourquoi? Parce que la pente ici, elle est abrupte, ça veut dire elle est forte un peu, ce qui fait que le dépôt, il n'y a pas de dépôt de sédiments, le dépôt se trouve dans la rive opposée, qui est la rive convexe. Donc ici, à partir de cette image, le courant d'eau, c'est un facteur déterminant dans le dépôt des sédiments transportés par le courant. Donc, dans la rive concave, le courant est fort, il a une action d'érosion. Alors que dans la rive convexe, le courant est moins fort. On remarque le dépôt des sédiments de sable dans cette rive. Conclusion, la force de courant est parmi les facteurs qui déterminent le devenu des débris qui vont être transportés ou vont se déposer. Y a-t-il d'autres facteurs qui agissent sur la sédimentation autre que le courant d'eau? Pour cela, on va voir une autre image. Donc ici, nous avons donc différents reliefs qui se trouvent à la surface de la Terre. Ici, les montagnes et les cours d'eau, de façon générale, comme les fleuves, bien les rivières, prennent naissance dans cette partie, dans les montagnes. Et bien sûr, à partir de la fonte de la glace. Et les petits ruisseaux vont se rassembler pour donner de petits fleuves qui vont s'accumuler, se rassembler aussi pour devenir un grand fleuve. Et vous pouvez remarquer qu'en allant des montagnes vers les plaines, la pente, bien sûr, elle va être moins forte. Et dans la partie où naissent les rivières, ça s'appelle l'amont. L'amont, ça veut dire Menber. Alors que la partie où se terminent les fleuves, ça s'appelle l'aval, le Massab. Donc, en allant de l'amont vers l'aval, la pente va être donc moins forte. On va maintenant s'intéresser aux éléments
ou bien aux sédiments qui se trouvent dans la partie amont et ensuite les sédiments qui se trouvent dans la partie aval de la fleuve. Donc ici, les sédiments qui se trouvent à l'amont d'une rivière, vous pouvez voir ici que nous avons des blocs, des roches qui sont de très grande taille, qui se trouvent dans l'amont des fleuves d'une façon générale. Dans cette image, les sédiments qui se trouvent à l'aval d'une rivière, alors, donc les dépôts, les sédiments à l'embouchure d'une rivière, avec bien sûr, comme vous voyez ici, la mer. Donc vous pouvez voir que ici les sédiments sont de petite taille, il s'agit de sable et d'argile, contrairement aux sédiments qui se trouvent au niveau ou bien à l'amont des rivières. Donc il y a une grande différence entre les sédiments à l'amont et les sédiments à l'aval. Plus on part de l'amont vers l'aval, nous avons une pente qui devient moins forte et les éléments aussi deviennent de plus en plus petites dans leur diamètre. Donc, ce document représente un profil longitudinal d'un cours d'eau. Donc, ici c'est l'amont, ici c'est l'aval. Plus on part de l'amont vers l'aval, vous pouvez remarquer que les sédiments deviennent de plus en plus petites et la pente aussi devient de moins forte en allant de l'amont vers l'aval. Donc ici nous avons un diagramme qui montre la relation entre la vitesse du courant d'eau et les éléments qui se déposent tout au long d'une rivière. Donc influence de la vitesse du courant d'eau sur le dépôt des matériaux transportés. Donc vous pouvez remarquer que ici nous avons un courant plus fort, très fort, qui est bien sûr parce que la pente elle est forte dans la région, dans l'amont de la rivière. Et plus on se dirige vers l'aval, plus la pente elle est moins forte et la vitesse de courant devient moins forte aussi. Et vous pouvez remarquer que les éléments qui se déposent deviennent de plus en plus petits. On commence par le gravier et les blocs avant. Ensuite les sables et il y a ensuite les particules argileuses. Conclusion. Donc l'amont de la rivière, c'est la région qui se trouve dans les hautes montagnes. L'aval de la rivière, c'est l'embouchure de cette rivière avec généralement les mers. En allant de l'amont vers l'aval, de la vallée, la pente et la vitesse du courant diminuent et on remarque ainsi que la taille des sédiments diminue aussi. Les plus lourdes se déposent en premier, elles sont suivies par les moyens et puis les légers. Les blocs, donc sont les plus lourds, suivis par le gravier, suivis par le sable et enfin l'argile. On parle de sédimentation horizontale. Donc ce schéma, le schéma suivant, il parle de ce qu'on appelle la sédimentation horizontale qui se trouve dans les fleuves. Donc ici, c'est toujours ce qu'on appelle l'amont, le Menba, et ici, c'est l'aval, Massab. C'est une sédimentation horizontale. Maintenant, on va voir un autre type de sédimentation qui s'appelle la sédimentation verticale. Pour cela, on va faire cette manipulation. On va placer dans une éprouvette remplie d'eau des graviers, du sable, de l'argile. On va les secouer. On va secouer le contenu dans cette éprouvette et puis laisser le mélange se déposer. Après quelques heures, on observe les résultats obtenus. Donc le résultat obtenu dans la manipulation, c'est on va trouver un résultat comme ça. Vous pouvez voir que
ici nous avons des éléments de grande taille, suivis par les moyens, et enfin les très petites tailles comme le sable. D'accord? Et bien après, bien sûr, l'eau au-dessus. D'accord? Ça, c'est une sédimentation appelée horizontale. Donc, normalement, généralement, les sédiments dans les cours d'eau subissent deux types de sédimentation. La sédimentation horizontale et la sédimentation verticale. Donc, on parle de sédimentation verticale lorsque les éléments lourds sont déposés au fond, tels que les blocs, le gravier, tandis que les éléments légers sont déposés en haut, tels que le sable et la boue. La conclusion, dans les cours d'eau, les sédiments transportés subissent deux types de sédimentation, horizontale et verticale. Maintenant, on va s'intéresser à un autre type de sédimentation, ce sont les dépôts chimiques. Les dépôts chimiques, genre les éléments qui sont dissous dans l'eau, particulièrement le calcaire ou bien les sels qui sont dissous dans l'eau, ils vont être transportés dans une autre région. Dans cette partie où ils sont transportés, ils vont se sédimenter, ils vont se déposer, ils vont donner ce qu'on appelle des dépôts chimiques pour devenir des roches de nature chimique. Donc, l'exemple que nous allons prendre, c'est un document qui parle d'une région où on extrait de sel de cuisine des lacs salés ou les marées salantes. Donc, comment cela se passe? Donc, ce type d'industrie se trouve dans les régions près des mers, comme on voit dans cette image. Nous avons ici la mer et juste à côté ce qu'on appelle les lagunes. Donc une lagune, c'est une étendue d'eau qui se trouve près de la mer, qui est séparée de la mer par une barrière. Et vous pouvez remarquer que l'eau de mer passe dans la lagune, et lorsque l'eau qui contient les éléments dissous comme le sel va s'évaporer, nous avons une déposition des éléments dissous sous forme de sel, qu'on appelle le sel de cuisine. C'est une roche appelée roche chimique. Précipitation des minéraux évaporitiques, les évaporites, donc les éléments qui sont précipités, qui se sédimentent, sont appelés des éléments des évaporites. Ce sont des sédiments d'origine chimique qui précipitent à partir de l'eau par évaporation bien sûr de l'eau et concentration progressive en sel dissous. Donc le sel contenu ici va devenir des roches chimiques qu'on appelle le sel, qu'on peut utiliser dans la cuisine. Donc c'est comme ça que se précipitent les sels pour donner des roches appelées dépôts chimiques. Maintenant, on va voir donc, les roches. Conclusion, les roches sédimentaires d'origine chimique sont formées dans une lagune à partir de la précipitation ou de la cristallisation de substances, ions ou sels minéraux dissous dans l'eau. Bien, nous avons un autre type de roches. Nous avons vu donc des roches d'origine détritique. Maintenant, on vient de voir des roches chimiques, d'origine chimique. On va maintenant voir un autre type de sédimentation qui donne un autre type de roche, comme ça. C'est ce qu'on appelle les dépôts biochimiques. Donc, pour comprendre ce dépôt biochimique, donc il faut savoir que dans la mer, il y a des organismes, plutôt des planctons, des organismes microscopiques,
Ces organismes sont généralement de deux types. Il y a ce qu'on appelle les radiolaires, font partie, comme ici, vous avez sur l'image du plancton qui s'appelle les radiolaires. Ils font partie des planctons animaux et possèdent un squelette. Donc ce type de plancton est là dans son organisme, il possède un squelette. Donc le squelette à base de dioxyde de silicium. Ce squelette il est formé par un minéral, c'est dioxyde de silicium, SiO2. On parle de plancton siliceux. Donc ce plancton, il possède donc un squelette formé d'une matière chimique qui est le silicium. Donc ce plancton, au cours de son développement, il prend ces éléments dissous dans l'eau, sous forme de silice comme pour les radiolaires, et les intègre dans son organisme pour former un squelette. D'accord? On va voir un autre type de plancton qui s'appelle les foraminifères maintenant. L'autre type de plancton, les foraminifères, sont des planctons animaux possédant un squelette à base de carbonate de calcium. Donc, la même chose ici, les foraminifères, lorsqu'ils se développent, ils vont prendre les éléments dissous sous forme de carbone de calcium pour les intégrer dans leur squelette. Qu'est-ce qui va se passer après? Tous ces animaux, ou bien ces planctons, lorsqu'ils meurent, elle va se déposer. Donc, sa matière organique, elle va être les éléments qui sont de la matière mou, elle va disparaître, alors que les éléments de nature dure, comme le squelette, elles vont se déposer pour faire partie intégrante des roches qui vont dans des roches ou bien des sédiments qui se trouvent dans ces régions. Le résultat, donc les dépôts sédimentaires biochimiques sont liés à l'activité des planctons et autres organismes marins. Ces organismes prélèvent des éléments chimiques et les combinent dans leur squelette. Donc les éléments chimiques qui se trouvent dans l'eau de mer vont être intégrés dans le squelette de ces organismes appelés planctons. Dans leur squelette, et après la mort de l'organisme, le squelette va se déposer au fond de bassin. Le squelette, donc, qui contient des éléments chimiques qui étaient dissous dans l'eau de mer, qui faisaient partie de ce squelette, va faire aussi partie des roches après donc, la formation de ces roches. Donc, une partie de ces roches seront formées par les squelettes de ces planctons. C'est pour cela qu'on parle d'une sédimentation biochimique. C'est une sédimentation issue de l'activité des organismes qui vivaient dans l'eau de mer. D'accord? Finalement, nous avons des roches appelées roches biochimiques. Donc, normalement, le bilan de cette leçon, c'est que nous avons normalement trois types de roches. Il y a des roches sédimentaires de nature détritique et les roches sédimentaires de nature chimique, et il y a des roches sédimentaires de nature biochimique. D'accord? Bien. Reste maintenant à savoir comment ces dépôts chimiques vont former les roches appelées roches sédimentaires. Pour cela, on va passer à un autre phénomène qui est la diagénèse. Donc, c'est quoi la diagénèse? Donc, une fois déposés, les sédiments s'accumulent et subissent des modifications physiques et chimiques pour donner des roches sédimentaires superposées. Donc, le caractère des roches sédimentaires, c'est qu'ils ont toujours la forme superposée comme ça, une forme horizontale. Donc, ces roches, pour se former,
les sédiments, les différents sédiments issus du transport vont subir des modifications physiques et chimiques pour se transformer en roche dure. C'est ce qu'on appelle un phénomène, la diagénèse. D'accord? Comment donc se passe ce phénomène? Il faut donc différencier entre deux types de diagénèse. Il y a la diagénèse par cimentation. Donc, comment se forme un sédiment en une roche sédimentaire? Donc, le premier exemple, le premier phénomène qui va aboutir à la formation des roches, c'est la sédimentation. Pour cela, pour comprendre ce phénomène, on va partir d'un exemple qui est le grès. On peut voir ici la roche qui s'appelle le grès. C'est une roche issue de la combinaison de deux éléments qui sont le sable et d'autres éléments calcaires qui se trouvent dans le sable. Donc le sable va se transformer en une roche, le sable qui est une roche mobile, qui peut se mobiliser facilement avec le courant de vent ou bien de l'eau lorsqu'il est près de la mer ou bien dans le désert. C'est une roche mobile. Mais cette roche mobile peut se transformer pour donner une roche immobile qui s'appelle le grès. Donc comment se forme le grès? À partir du sable. Pour cela, on va s'intéresser à cette image. Donc le grès se forme dans deux étapes. La première étape, comme vous voyez ici, cette étape se caractérise par la dissolution du calcaire. Donc on sait que les dunes de sable qui sont près de la mer contiennent en plus des grains de sable des parties de calcaire issues des coquilles des organismes qui vivent dans l'eau de mer. Donc ces squelettes contiennent du calcaire. Donc lorsque l'eau de pluie qui est une eau acide qui contient du gaz carbonique tombe donc sur le sable, elle va provoquer la dissolution du calcaire contenu dans les parties de coquilles qui se trouvent dans les dunes de sable. Donc, dunes de sable qui contient des grains de quartz, des grains de sable, plus les débris de calcaire. La première étape, c'est la dissolution du calcaire qui se trouve dans le sable. Après, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'eau acide va s'évaporer, nous avons le calcaire dissous, elle va se transformer en une matière cimentée qui va relier les grains de sable pour former la roche qu'on appelle le grès. Donc le grès, il est formé par les grains de calcaire, les grains de sable, plus le calcaire qui est devenu un ciment, qui est devenu solide. Il va être un ciment qui va relier les différents grains de sable pour former une roche appelée le grès. Donc la première étape, c'est la dissolution du calcaire. La deuxième étape, le dépôt du calcaire cimenté. Donc, comme j'ai dit, qui va relier les particules de sable pour former une roche qui s'appelle le grès. Donc voilà donc, ce qu'on appelle la sédimentation. C'est un phénomène qui est responsable de la diagénèse ou bien de la formation de quelques roches qui se trouvent dans la nature. Donc, l'eau de pluie et de mer acide provoque la dissolution du calcaire contenu dans le sable marin. Et l'accumulation des couches successives de sable
augmente la pression qui chasse l'eau. Donc ici, vous avez des grains de sable entre lesquels il y a de l'eau. Lorsque les couches de sable s'accumulent, il va provoquer une pression qui va chasser l'eau. Donc l'eau qui se trouve ici va être chassée de ces particules de grains. Vous pouvez voir ici que le volume qui contenait de l'eau va diminuer parce que l'eau est chassée à cause de la dépression. Et les minéraux vont précipiter, donc augmente la pression qui chasse l'eau, les minéraux vont précipiter pour former un ciment. Donc les minéraux qui ont été dissolvés par l'eau acide vont se précipiter pour former un ciment naturel qui va relier les grains de sable. Ainsi va se former une roche consolidée appelée le grès. Là, vous avez les grains de sable et dans cette partie, c'est un ciment. Donc, c'est le calcaire qui est cimenté pour relier les différents grains de sable. C'est un phénomène qui s'appelle la cimentation ou bien la diagenèse par cimentation. Un autre phénomène, c'est la compaction. Donc, l'exemple de ce phénomène, ce sont les roches argileuses. Donc, nous avons ici comment se forment les roches argileuses par le phénomène de la compaction. Donc, ici, vous avez de l'eau qui se trouve entre les particules argileuses. Donc, le volume de l'eau ici, il est très important. Et à cause de l'accumulation des sédiments, l'eau va être chassée. Vous pouvez remarquer ici que le volume qui contenait de l'eau, il va diminuer parce que l'eau est chassée l'eau contenue entre les différentes particules argileuses, elle est chassée hors de ces particules. Et de plus en plus, la masse augmente, les sédiments qui s'accumulent augmentent, plus l'eau est chassée en dehors des sédiments et les éléments comme les particules argileuses, elles vont se compacter pour donner une roche compacte. Ici, il n'y a pas de cimentation, juste les particules vont se compacter entre eux pour donner une roche qui est très solide, appelée l'argile. Les roches argileuses. Donc, le mécanisme de diagenèse par compaction, les sédiments se rapprochent entre eux avec diminution des vides ou des pores entre les particules et élimination de l'eau qui se trouve dans les pores. Donc, l'élimination de l'eau par les sédiments qui vont s'accumuler, augmenter la pression, va déterminer la formation de ce type de roche qui est formée juste de la compaction des éléments qui composent la roche. Finalement, pour la classification des roches, nous avons une classification. Pour les classifications des roches sédimentaires, nous avons deux types de classification. Il y a la roche mère qui donne, après altération et érosion, des roches résiduelles, ou bien des débris. Les débris vont se déposer pour former des roches détritiques, ou bien des débris sédimentaires, les éléments détritiques. Ou bien il va donner des solutions ioniques qui vont se précipiter pour donner des roches d'origine chimique, ou bien intervention des êtres vivants pour donner des roches d'origine biochimique. Donc, trois types de roches selon la nature des débris sédimentaires. Est-ce qu'ils sont solides, qu'on appelle débris détritiques, qui donnent des roches détritiques, ou bien des débris, des solutions ioniques comme le calcaire, qui vont se précipiter pour donner des roches de nature chimique, ou bien des roches qui sont formées par l'activité des êtres vivants. On parle
des roches d'origine biochimique. Un autre type de roche, on n'a pas parlé de ce type, qui est formé de matière organique, ce sont des roches combustibles. Finalement, donc, le bilan, le cycle de formation d'une roche sédimentaire. Une roche sédimentaire, de façon générale, qu'on appelle une roche mère, subit donc 4 phénomènes qui sont d'abord l'érosion après altération par différents facteurs mécaniques ou chimiques. Donc, les éléments issus de l'érosion vont être transportés pour se sédimenter. Les éléments qui vont sédimenter vont se compacter ou bien se cimenter par le phénomène de diagénèse pour donner une autre roche sédimentaire qui va apparaître à la surface de la Terre, remise à l'affleurement. Elle va devenir ensuite de nouveau une roche mère qui va subir les mêmes phénomènes, et c'est ce qu'on appelle le cycle de formation d'une roche sédimentaire. Ainsi se termine cette leçon. J'espère que vous avez compris un peu les étapes de formation des roches sédimentaires. Merci de votre attention.